Salut à toutes et salut à tous, ici Boris. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire patienter avant la deuxième partie de la rétrospective Stefan Feld. Promis, elle arrive bientôt. Récemment, j'ai eu l'occasion de pas mal jouer, autant à des nouveautés qu'à des classiques. Et parmi les découvertes que j'ai pu faire, j'ai mis la main sur 3 jeux de cartes qui m'ont particulièrement impressionné. Et j'ai eu envie de vous les faire découvrir parce qu'il s'agit soit de nouveautés récemment arrivées, voire pas encore vraiment arrivées sur les étals, soit pour l'un d'entre eux d'un jeu sorti à SN dernier, mais qui est complètement passé inaperçu. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti. Ok, on va y aller par ordre chronologique, on va commencer avec le plus ancien des trois, Village Rails, donc c'est une toute petite boîte comme vous le voyez. Alors comme je le disais à l'instant, c'est un jeu qui est paru à SN 2022, mais qui avait un très petit tirage, c'est un jeu de chez Osprey Games. Nous on avait pu essayer le jeu avec Benjamin sur le salon, ça nous avait énormément plu, mais malheureusement il était déjà en rupture de stock, il était très vite écoulé, c'était complètement impossible de s'en procurer un, et j'ai enfin pu mettre la main dessus en occasion. Donc j'y ai rejoué, j'en ai déjà refait 2 parties, une à 3, une à 2, et c'est vraiment aussi bien que dans mon souvenir. Village Rails, c'est un petit jeu de construction de tableaux. Vous allez toutes et tous construire un petit tableau de cartes de 4 sur 3 qui représente des voies de chemin de fer. Et le jeu est ainsi fait que les cartes vont s'agencer petit à petit. Parfois, les voies de chemin de fer qui sont représentées sur les cartes, elles vont se croiser, elles vont bifurquer, mais elles vont jamais entrer en collision. Donc, ils sont vraiment parvenus à, quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez vos cartes, ça va toujours bien s'agencer et ça va faire des chemins qui font que vos voies vont d'un bord du plateau vers l'extérieur de votre rectangle. Quand une voie atteint l'extérieur de ce rectangle, son scoring est immédiatement déclenché. Elle va vous faire des points de victoire. Et puis vous allez jouer une carte terminus qui vous donne des revenus. C'est quasiment le seul moyen dans le jeu de récupérer de l'argent. Évidemment, on va se retrouver face à des dilemmes entre faire fructifier une voie le plus longtemps possible, faire en sorte qu'elle soit la plus grande possible, qu'elle nous rapporte un maximum de points, et puis de temps en temps faire des petites voies un peu nulles, juste pour pouvoir jouer un terminus et récupérer un peu d'argent. Parce que en dehors du jeu de ces cartes terminus, l'argent elle fonctionne en circuit fermé. À votre tour, vous récupérez une carte dans une rivière, à la Century par exemple, ou à la Small World pour citer un jeu encore plus connu. C'est-à-dire que si vous récupérez la première carte de la rivière, elle vous coûte pas d'argent, tandis que si vous voulez par exemple la troisième carte de la rivière, vous devez mettre 2 pièces, une sur chacune des cartes que vous allez sauter pour récupérer la carte que vous convoitez. Évidemment, les pièces que vous dépensez, elles restent sur ces cartes, et quand quelqu'un d'autre récupère ces cartes, récupère aussi les pièces qui sont dessus. Donc c'est très malin, parce que évidemment, on peut anticiper ce qu'on laisse à nos adversaires, on peut regarder leur jeu pour voir quelles cartes risquent de les intéresser. Il faut vraiment y réfléchir à 2 fois avant de dépenser des pièces, parce que c'est non seulement des pièces qu'on perd nous, mais c'est aussi des pièces qu'on donne potentiellement aux adversaires. Avant ou après notre action, on peut aussi récupérer un objectif avec le même système de rivière, sauf qu'en plus on doit payer 3 pièces. Et croyez-moi, quand vous commencez avec 5 pièces, 3 c'est beaucoup d'argent. Quand on achète un de ces objectifs, on peut l'affilier à une voie qui n'a pas encore été terminée. Il faut bien anticiper, c'est une sorte de défi qu'on se met. Sur cette voie-là, par exemple, j'aurai 3 fois un terrain de même type, 3 forêts par exemple. Et ça va me faire gagner un certain nombre de points de victoire. Évidemment, mettre ces objectifs, c'est une grosse prise de risque, parce qu'on dépense beaucoup d'argent, et puis tout est ouvert, donc nos adversaires voient très bien les objectifs qu'on tente de réaliser et vont pouvoir essayer de contre-drafter les cartes qu'on convoite pour réaliser ces objectifs. Du coup, ça donne un petit jeu très malin, assez interactif et très dense. En fait, c'est un jeu hyper intense dans le casse-tête qu'il va vous proposer en une durée de partie très limitée. À 2 joueurs, on peut jouer en 20-30 minutes, vraiment. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Le jeu, il est signé Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan, donc ils ont créé plein de jeux ensemble. Et ça se sent, on sent leur expérience, on sent la volonté de créer un jeu ciselé où il n'y a rien qui dépasse, avec néanmoins des sensations très agréables de monter en puissance, puisque autant au début vous allez galérer avec le pognon, autant à la fin vous allez essayer d'optimiser, d'acheter un objectif à chaque tour pour maximiser votre scoring. Puis voilà, il y a plein de petits détails malins, de façon de gagner des points, en associant des terrains de même type sur la même voie, ou au contraire en diversifiant les symboles. Voilà, c'est à la fois un puzzle personnel sur notre plateau qu'on va tous faire au même rythme, puisque on a 12 cartes à placer, et une fois qu'on a tous placé nos 12 cartes, la partie s'arrête. Et en même temps, il y a une vraie interaction dans les cartes qu'on laisse aux autres, dans les moments où on casse le rythme de prendre la première carte en payant pour s'ouvrir à de nouvelles options. Voilà, Village Rails, moi je vous le conseille vraiment fortement. Ça coûte 20 balles, ça peut se trouver en occasion. Comme le jeu est encore récent, j'imagine qu'il y aura une réimpression chez Osprey Games à un moment ou à un autre. Mais clairement, moi dans son format de petit jeu de cartes malin, je trouve ça excellent.
Alors je continue avec un jeu qui vient tout juste de m'arriver en Kickstarter, je l'attendais pas mal, c'est Point City. Point City, c'est tout simplement la suite de Point Salad, qui a beaucoup fait parler de lui. En termes de petits jeux de cartes malins, c'est vraiment une des grosses références de ces dernières années. Dans Point Salad, on récupérait des légumes, et la grande force du jeu, c'est que les cartes étaient double face, avaient un objectif avec des façons de marquer des points d'un côté, et de l'autre un légume qui va être la condition pour remplir ces objectifs, justement. Point City va reprendre ce principe des cartes double face, sauf qu'ici on va construire une ville à la mini-ville, à la Happy City aussi récemment. Et donc d'un côté, on va avoir des ressources, il y en a 6 différentes, comme avec les légumes de Point Salad en fait, et de l'autre côté, on va avoir des bâtiments qui vont nous donner potentiellement des points de victoire, mais qui vont surtout nous offrir une réduction sur les prochains bâtiments qui demandent la même ressource. On le voit dans le coin en haut à gauche, par exemple si je construis une usine, toutes les prochaines cartes qui vont me coûter des engrenages m'en coûteront un de moins. Et évidemment, ces réductions sont cumulatives, donc probablement que ça vous rappelle un jeu comme Adara, ou encore plus connu, Splendor. Donc on a cette petite dimension engine building, ou en tout cas on va monter en puissance, on va avoir de plus en plus de réductions au fur et à mesure de la partie. Ça pour le coup, il n'y avait pas du tout ça dans Point Salad, mais ce qui est très bien pensé, c'est que le jeu est construit de façon à ce que les cartes soient aussi de plus en plus chères. Et donc oui, on a de plus en plus de réductions, mais en même temps on doit de plus en plus raquer pour construire des bâtiments. Il y a ces 3 paquets, 1, 2, 3. Dans Splendor, ça donne 3 rivières de cartes distinctes. Dans Point City, on les empile. Et donc les cartes plus chères, qui sont même pas nécessairement plus puissantes, elles arrivent au fur et à mesure de la partie et elles vont s'imposer à vous. Pour le tour de jeu, comme dans Point Salad, c'est hyper clean. Soit on récupère les 2 premières ressources de la pioche, soit on va prendre 2 cartes adjacentes dans un marché commun au centre de 16 cartes. Et donc ces cartes doivent être orthogonalement adjacentes entre elles. Donc je peux prendre 2 ressources côte à côte, ou pourquoi pas une ressource et un bâtiment. Si je prends un bâtiment, je dois être capable de le poser immédiatement en payant les ressources qu'il me coûte. La plupart des bâtiments, je le disais, vont me donner des réductions sur les prochains bâtiments que j'achète, ce qui fait que si j'ai thésaurisé un grand nombre de ressources pendant la partie ou que j'ai construit plein de bâtiments, je vais pouvoir parfois à mon tour acheter 2 bâtiments d'un coup, pourquoi pas. Et puis certains bâtiments, les bâtiments civiques, vont vous permettre de récupérer un jeton présent au centre de la table. Ils ont été dévoilés dès le début de la partie et c'est du scoring. Par exemple, 3 points par paire de pièces et d'engrenages qui sont sur vos cartes bâtiments. C'est un petit peu comme les nobles dans Splendor, en fait, si vous voulez. Ils sont là dès le début de la partie, et ça va pouvoir vous donner une petite orientation stratégique. Cette partie-ci, je vais essayer de faire ça, je vais convoiter ce jeton-là. Il y a 2 petits détails qui rendent le jeu malin. Premièrement, une carte va être toujours remplacée par son opposé dans le marché. Donc si vous récupérez une ressource, vous allez remettre une carte bâtiment à cet endroit-là, et à l'inverse, si vous récupérez un bâtiment, vous allez le remplacer par une ressource. Ça crée un marché très dynamique, qui évolue constamment, qui se renouvelle tout le temps. Et en même temps, ce marché, il fait 16 cartes, et chaque joueur ne va en prendre que 2 à la fois. Donc vous pouvez espérer, voire anticiper que certaines des cartes que vous convoitez vont rester là d'un tour sur l'autre. Et l'autre aspect assez malin, c'est que comme dans Point Salad où on pouvait une fois par tour retourner un de nos objectifs en légumes, là quand une rangée ou une colonne du marché est entièrement remplie de ressources, on a le droit de retourner une de ces cartes sur sa face bâtiment. Bon, clairement, moi dans les 2 parties que j'ai fait, c'est possible en début de partie où le marché est entièrement constitué de ressources. Après, quand ça avance, le marché accueille des bâtiments un petit peu partout. Donc, dans les parties que j'ai fait, on était très rarement en mesure de pouvoir utiliser cette option à notre tour, parce qu'il y avait toujours bien un bâtiment ou l'autre dans la rangée. Alors, est-ce que c'est bien ? Oui, clairement, c'est un petit jeu de cartes très agréable, un tout petit peu plus profond, un petit peu plus technique que Point Salad. Clairement, il y a beaucoup plus d'options. Là où dans Point Salad, on avait le choix entre 6 cartes à récupérer, 9 si on inclut les objectifs, là, on a 16 possibilités. Et en plus, il faut les prendre orthogonalement. Donc il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte avant de jouer son tour. Et nous, on a réussi à le faire de façon assez fluide, mais je vois très bien comment certains joueurs ou joueuses pourraient tomber en analyse paralysis à leur tour de jeu. Franchement, ça pourrait arriver. Et un petit bémol que je lui mets, c'est que on a peut-être un peu moins de contrôle que dans Point Salad. Parce que dans Point Salad, on voit vraiment les cartes qui vont arriver et il n'y a pas de mystère. On sait que derrière cet objectif qu'on va retourner, ça va être un oignon, c'est marqué dessus. Dans Point City, on sait que si un engrenage est retourné, ça va être un bâtiment qui fournit des engrenages en ressources. Mais par contre, on ne sait pas exactement les ressources qu'il va coûter. Un bâtiment qui fournit des engrenages, en fonction de sa nature, peut très bien coûter des pièces ou de l'écologie, de l'énergie, etc. Ça dépend en fait. Et donc du coup, on a moins de certitude sur le coût de la carte qui va arriver. Et on peut un peu moins anticiper, bizarrement. Puis la grande force de Point Salad, c'est son aspect hyper clean. Le fait qu'on prend soit des légumes qui vont nous servir à remplir nos contrats, soit des contrats eux-mêmes. C'est tout simplement brillant, ça s'explique en 1 minute, et cette simplicité-là, elle m'a toujours pas lassé après plus de 50 parties. Est-ce que Point City tiendra autant sur la durée ?
J'en suis pas sûr à ce stade. Donc voilà, le jeu me plaît, c'est une revisite intéressante, un tout petit peu plus complexe de Point Salad, mais je pense que je lui préfère son aîné pour son élégance, son côté évident. Mais voilà, Point City reste un jeu très intéressant à découvrir, surtout si vous aimez Point Salad, et je vous invite soit à le récupérer en VO, soit à scruter sa localisation française, qui arrivera peut-être, j'imagine. Aussi chez Gigamic en boîte métal, peut-être, à voir. Et enfin, le dernier jeu de cartes de cette sélection, c'est Ancient Knowledge. Alors, Ancient Knowledge, c'est particulier, c'est l'auteur Rémi Mathieu qui est entré en contact avec moi par les réseaux sociaux, en m'expliquant que de ce qu'il constatait de mon travail sur la chaîne, probablement que son jeu devrait beaucoup me plaire, parce que Race for the Galaxy était une de ses références principales quand il a commencé la conception du jeu. Race for the Galaxy étant mon jeu préféré, ben voilà, il y a des chances que ça fasse mouche. Du coup, j'ai contacté Yellow, et ils m'ont très gentiment envoyé une boîte. Donc merci à Yellow pour cette boîte de presse. Le jeu n'est même pas encore sorti, il va arriver sur les étals fin septembre, donc ça me permet de vous donner mon avis un petit peu en avant-première. Ancient Knowledge, il est assez attendu, vous en avez probablement déjà entendu parler pour son système relativement original de tapis roulant building, copyright à Ben des recettes ludiques, hein, évidemment. Donc vous allez jouer des cartes qui représentent des monuments plus ou moins antiques et qui vont vieillir à chaque tour. Si vous jouez une carte qui arrive par exemple à l'âge 6, bah à chaque tour elle va vieillir, elle va se décaler en 5, puis en 4, puis en 3, jusqu'à tomber en déclin, arriver dans votre zone de passé, et dès que quelqu'un a 14 cartes dans son passé, ça termine la partie. Ce qui est intéressant, c'est que ces cartes vont arriver avec un certain nombre de jetons savoir sur elles, et par défaut, vous ne voulez pas que ce savoir tombe dans l'oubli, parce que si un monument arrive en déclin alors qu'il avait encore du savoir sur lui, bah ce savoir va devenir du savoir perdu, et ça vous fera autant de points que vous perdez en fin de partie. Ça, c'est pour la base thématique, mais en même temps, on se rend compte que stratégiquement, il y a plusieurs cartes qui vont récompenser, ou en tout cas qui vont rendre ça moins grave, le fait que vous ayez du savoir perdu, et même des cartes qui vont vous faire scorer en fonction du nombre de savoir perdus que vous avez sur votre plateau. Donc voilà, il y a plusieurs axes de développement possibles. Moi, ce que j'apprécie dans Ancient Knowledge, c'est que c'est un jeu qui tourne comme une horloge. Vous avez 2 actions par tour, les actions vont être très simples, vous allez poser des cartes, vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main pour enlever des jetons savoir, ou encore incliner des cartes qui sont dans votre passé pour pouvoir piocher plein de cartes d'un. Donc vous allez brasser énormément de cartes, votre main est limitée à 10, donc clairement ça vous laisse la possibilité d'accumuler des grosses mains et d'avoir plein d'effets à votre disposition. Et comme dans tous ces jeux, ben, l'intérêt va naître des combos, des synergies qu'il y a entre vos cartes. Donc par exemple, quand vous allez jouer des cartes vertes, elles vont arriver en jeu avec un savoir de moins, et puis vous allez avoir aussi une relique sur votre plateau qui vous dit que quand vous jouez des vertes, vous pouvez aussi piocher des cartes. On a un petit marché de cartes connaissances aussi qui va être un petit peu plus opportuniste, un petit peu plus tactique. Vous allez aller y chercher des petits effets si vous avez les bons prérequis pour vous donner un petit coup de boost. Donc tout ça en fait un jeu assez fluide où on déroule ses combos. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas très intéressé par ce que fait notre adversaire. Il y a quelques effets interactifs qui disent « Je te mets du savoir sur cette carte qui va bientôt entrer en déclin » ou « Je te fais défausser une carte par-ci par-là », mais ça reste à la marge. Ce qui fait que pour moi, c'est vraiment un jeu à 2, mais vraiment. D'ailleurs, ma première partie en découverte sur un festival, on était 4 à la table. Au bout de quelques tours, on s'est regardé, on s'est dit « Venez, on scinde en 2 tables de 2 ». Et le jeu était beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant comme ça, en fait, beaucoup plus dynamique. Bon, il y a bien une variante en 2 contre 2, mais même ça, j'ai pas nécessairement envie de l'essayer, parce que même si ça va peut-être donner une autre lecture au jeu, du coup ça va aussi doubler la durée de partie. Et moi les jeux de cartes à combo de ce style, j'aime quand ils sont nerveux, j'aime quand ils sont fluides, qu'ils se jouent vite. Mes parties de Race for the Galaxy, elles se jouent en un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et ma limite haute, ça va être 45 minutes, 1 heure, comme dans Earth récemment par exemple, que j'ai beaucoup apprécié. Dans Ancient Knowledge, à 2 joueurs, on est dans cette limite, clairement. Si on fait grimper le nombre de joueurs, on va l'exploser. Et ça va pas me plaire. Donc il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. C'est du pur jeu de cartes en combo, vous allez voir passer plein de cartes, vous allez tout le temps devoir décider, tiens, est-ce qu'elle m'intéresse, est-ce que je la défausse, est-ce que j'en fais autre chose. On n'est pas dans la démesure d'un Earth où on peut se retrouver avec 20 cartes en main et 15 effets à déclencher, mais on est quand même dans une expérience de cet ordre-là, donc si ça vous plaît pas, bah franchement, passez votre chemin. L'autre aspect qu'on peut décortiquer, c'est le thème. Clairement, on sent que l'auteur et Yellow ont fait un grand effort pour que le jeu soit très thématique. Bah, chaque carte représente un monument, une relique antique, que sais-je. Les illustrations sont très jolies, je pense qu'il y a un gros travail de recherche documentaire là-dessus, mais je suis désolé, mais quand je joue au jeu, moi je ne lis même pas les noms des monuments. Il y a déjà tellement d'informations à traiter que je regarde les effets des cartes, je regarde comment ils vont résonner entre eux, et je m'en fiche de si je suis en train de jouer une pyramide inca ou un temple grec. D'ailleurs la mise en page des cartes, qui est très propre, je trouve, qui est vraiment hyper clean,
a bien compris ça, parce que les noms des monuments sont inscrits à la verticale, donc clairement ça va pas faire partie des infos qu'on lit quand on joue, on va peut-être y jeter un œil si on s'ennuie pendant le tour de l'adversaire, éventuellement, par exemple. Mais voilà, Ancient Knowledge, c'est un jeu de cartes qui plaira aux amateurs de jeux de cartes à combo. Il est très dynamique, on retrouve des sensations qu'on retrouve dans tous les jeux de ce genre qu'on chérit. Il apporte suffisamment de nouveautés et en même temps on est en terre inconnue. Ce qui est vraiment chouette, c'est ce système de tapis roulant parce qu'il n'est pas linéaire, on peut influer dessus en défaussant des cartes de sa main. Et donc une carte qu'on pose en 6, si on défausse 5 cartes, on pourrait faire en sorte qu'elle apparaisse en 1 et donc accélérer énormément le cours naturel des choses. Et ça va donner un aspect course qu'on retrouve dans Race for the Galaxy, le jeu que j'adore. Dans Race for the Galaxy, la partie se termine quand on a 12 cartes dans son tableau. Ici, la partie se termine quand on a 14 cartes dans son passé. Et donc, si on joue à 2, il faut bien lire le jeu de l'adversaire pour savoir quand mettre fin à la partie. Est-ce qu'il a fait beaucoup de points? Est-ce qu'il est sur des effets long terme? Et dans ce cas-là, on peut essayer d'accélérer le tempo, lui mettre le couteau sous la gorge et clore la partie avant qu'il ait eu le temps de bénéficier de tout le moteur qu'il a mis en place. Ou à l'inverse, est-ce qu'il nous laisse le temps de nous développer? Est-ce qu'on peut viser du scoring un petit peu plus sur le long terme? Cet aspect course, moi, j'aime énormément. Ça peut rendre le jeu très nerveux, très incisif. Ça en frustrera certains. Et puis voilà, il faut accepter que même s'il y a un travail documentaire qui rend le thème très riche, je pense que pour la plupart des gens, le ressenti du jeu sera plus froid et plus mécanique qu'autre chose. Voilà, si c'est votre cam, foncez. Moi, je trouve que c'est du très beau matos et je vais probablement y jouer encore beaucoup de parties cette année. Mais si vous êtes allergique à ce genre de jeu de cartes, si Race for the Galaxy ou Earth sont des jeux qui vous laissent froid, clairement n'y allez pas. Voilà, c'est tout pour cette sélection de 3 jeux de cartes que j'ai pu pratiquer récemment. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura potentiellement intrigué. On se retrouve très bientôt pour le deuxième volet de la rétrospective consacrée à Stefan Feld. D'ici là, merci à Golden Meeple, merci à Yellow pour l'envoi de la boîte, merci à vous pour les dons sur ko-fi.com/rue du jeu. Clairement, ça donne un bon coup de boost au moral pour continuer. Et donc, si vous aimez la chaîne, si vous aimez mon travail et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à me donner ce petit coup de pouce financier, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, partager, commenter, en me parlant de vos découvertes récentes, que ce soit des jeux de cartes ou autres. Et puis on se retrouve très bientôt sur Rue du Jeu. À bientôt, jouez bien, ciao! Time